Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Vous l'avez sans doute remarqué dès le générique, cet épisode marque le début de la saison 2 des Chroniques du Touche, et qui dit nouvelle saison dit nouveauté. C'est pourquoi vous avez pu entendre les voix suaves de Louis Daval, qui nous avait fait l'honneur de sa présence dans le tout premier podcast, et de Vincent Gauchet, étudiant en A3. Et oui, les énormes revenus générés par les 3 premiers épisodes ne nous ont malheureusement pas permis de devenir pour le moment de vrais professionnels de la radio, ce qui signifie que Nicolas comme moi sommes un peu moins disponibles cette année. Comme le principal objectif des Chroniques du Touche est le partage, l'ouverture aux autres, il nous paraissait plus que judicieux de modifier la manière dont le podcast était structuré. Nous allons conserver l'entretien avec une ou un invité, mais on ne s'obligera plus à avoir 2 invités en simultané, puisque ça compliquait beaucoup l'organisation des enregistrements. Surtout, vous aurez cette année la chance d'entendre de nouvelles voix, que ce soit pour des chroniques régulières ou uniques, ou même pour interviewer nos invités. Nous espérons bien sûr que cela vous plaira, nous apprécierions énormément avoir vos retours, positifs et négatifs, à l'adresse mail chroniquedutouche@gmail.com avec un S à chronique. Si vous avez des idées de sujets ou si vous souhaitez participer d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas non plus à nous écrire. Mais trêve de plaisanterie, je laisse la parole à notre tout nouveau chroniqueur vedette, monsieur Louis Daval. Donc merci à toi Philippe de m'inviter une nouvelle fois. Tu m'as proposé de faire une actualité culturelle, alors je me suis demandé comment on pourrait appeler cette séquence. Ce n'est pas parce que je suis bibliothécaire que je me sens le plus légitime pour parler de culture. Comme tu le sais, je passe plus de temps au stadium qu'au théâtre. C'est forcément avec un regard très subjectif que je vais vous parler de certaines manifestations culturelles et dans un esprit avant tout populaire. Nous sommes dans le podcast Les Chroniques du Touche et j'étais à 2 doigts de te proposer d'appeler cette séquence la chronique du tuche. mais il faut quand même pas exagérer. Alors je vous propose de mettre tuche en verlan et de vous parler de la chronique du chute. Le chute, c'est le symbole même du bibliothécaire. Chut. Est-ce que tu peux tenter un chute, Philippe ? Chut. Ouais, c'est pas mal. T'étais à 2 doigts d'être admis comme Jobis Bibliothèque, Philippe. Un terme parfait, le chute, pour vous faire passer quelques infos et points de vue à travers mon métier. Et bien sûr, en commençant cette séquence en vous parlant des actualités de la bibliothèque universitaire. La bibliothèque de l'ENVT a connu quelques changements significatifs à la rentrée. Nous avons pu réorganiser le secteur avec l'imprimante, les 5 ordinateurs et des tables et chaises pour travailler sous ces nouvelles arcades. Ces travaux ont permis de donner plus de volume et de luminosité à la pièce. Et au fond de ces arcades, nous avons pu installer un nouveau salon de sieste plus tranquille et isolé, et également un salon de jeux et de lecture avec des nouveaux fauteuils et un présentoir de revues. Car l'Amicale nous a fait don d'une centaine de bandes dessinées et le Club Ludo nous prête un jeu d'échecs, de Skidjo et d'autres jeux à venir. Donc n'hésitez pas, entre 2 activités fatigantes ou stressantes, à venir vous détendre soit en faisant la sieste, soit en faisant une partie d'échecs ou en lisant une BD. Autre nouveauté concerne l'achat de guides touristiques à la bibliothèque pour permettre notamment aux étudiants de A3 de partir en stage projet en toute quiétude avec leur petit guide pour visiter comme il se doit le pays étranger dans lequel ils vont partir. De la BU, on va passer à quelques actus au niveau de Toulouse. Sachez que Toulouse est à nouveau élue meilleure ville étudiante de France par le magazine L'Étudiant. Donc, chers étudiants, vous pouvez être à nouveau fiers d'être à Toulouse. Philippe, Lyon est 5e. Ah, mais j'en doutais pas. Nantes est 8e et Paris 9e. La formation, la vie étudiante, l'attractivité, le cadre de vie et l'emploi sont les 5 thématiques sur lesquelles sont comparées ces villes. Au niveau manifestation artistique, je pense que vous n'avez pas pu échapper à l'exposition qui s'appelle Van Gogh, l'expérience immersive. Alors, j'ai jamais entendu parler. Mais moi, je suis allé du coup. Oh, la chance. Ok, et donc est-ce que ça t'a plu ? C'était assez cool. Après, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de salles immersives. En vrai, il n'y en a qu'une seule et même grande salle. Et comment on s'immerge dans Van Gogh ? En fait, si je dis qu'on n'a pas pu passer à côté, c'est parce qu'il y a eu un matraquage un peu médiatique au niveau de cette exposition, notamment sur Facebook, en ville, dans Toulouse. En fait, le principe, c'est de rentrer effectivement dans une pièce
et d'être en immersion dans les tableaux de Van Gogh qui défilent sous nos yeux. Les tableaux sont projetés à 360 degrés. Okay. Et dans cette pièce, finalement, nous, on reste assez passifs et voilà, des images défilent sous nos yeux, mais c'est assez court et il n'y a effectivement qu'une seule salle. Et après, il y a une possibilité d'ajouter de l'immersion. C'est de revêtir un casque de réalité virtuelle et de suivre Van Gogh dans les paysages de Arles, là où il a vécu pendant plusieurs années, où on peut retrouver les emplacements des tableaux qu'il a peints. Ouais, le prix de l'exposition tout seul, je crois que c'est environ 15 €. Et il faut payer en plus pour voir la VR. Donc, moi, j'étais un peu déçu quand même. Eh ben, moi aussi. Bah, merci de ta suggestion. Alors, c'est pas une suggestion. Je parle de l'actualité culturelle sur Toulouse, mais pas forcément des suggestions. Voilà, je peux évoquer des choses qui me plaisent et des choses qui me plaisent moins. Et là, en l'occurrence, je suis d'accord. C'était pas exceptionnel. Mais vous pouvez vous faire votre propre idée en vous rendant au niveau du Bazacle, donc les espaces EDF du Bazacle qui sont de l'autre côté de la Garonne par rapport à Saint-Cyprien, pas loin de Saint-Pierre pour ceux qui connaissent. L'exposition est prolongée jusqu'en janvier 2023, donc vous avez encore le temps d'aller la voir si vous le souhaitez. Super. Alors une autre exposition qui a lieu également à Toulouse en ce moment, depuis le 7 octobre jusqu'au 5 mars 2023, c'est l'exposition Niki Tsenfal aux abattoirs, également à Saint-Cyprien, qui est très intéressante déjà au niveau de l'exposition permanente. Et donc là, on a une exposition temporaire sur Niki Tsenfal, qui est une artiste franco-américaine qui a marqué le XXe siècle. Vous pouvez trouver certaines de ses œuvres au niveau de Beaubourg. Donc elle fait partie du mouvement néo-dadaïsme et nouveau réalisme, avec des œuvres très colorées, dans des métaux variés. Et je vous invite à aller voir cette exposition que je vais aller voir moi prochainement. Donc là, j'en parle avant même d'aller la voir. Ok, super. Ensuite, je vais vous parler du théâtre du Pavé, pas loin du métro Sainte-Agne, où réside une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Vagabonds, qui propose différents spectacles. Et il y a un spectacle qui m'a énormément plu. Donc au niveau de l'œuvre de Marcel Pagnol, c'est le spectacle de Marius avec la suite Fanny. Donc ce sont des grands classiques de Marcel Pagnol qui sont joués par cette troupe. Et pour ceux qui aiment le théâtre mais qui n'y vont pas souvent, eh ben, je vous recommande d'aller voir ces pièces parce qu'elles vous livrent des émotions. Donc il y a du rire, des larmes, beaucoup de fraîcheur en fait dans le jeu des acteurs, et je pense que ça peut plaire à nos étudiants de passer 2 heures au théâtre et d'avoir une œuvre qui est tout à fait encore d'actualité, celle de Pagnol. Et ensuite, pour avoir un max d'émotions, là j'ai vraiment ce qu'il vous faut. Okay. Je sais pas comment l'avancer ce truc-là. Donc j'ai parlé d'émotions au niveau du théâtre, il peut y en avoir aussi à l'exposition Van Gogh, mais pour ceux qui aiment le sport, il y a également le Stadium à Toulouse, où en ce moment donc, il y a à peu près 3, 4, 5 buts par match. Donc pour ceux qui veulent voir des équipes de la France entière, vous pouvez vous rendre au Stadium pour voir du beau jeu, du spectacle et des supporters qui chantent fort et beaucoup d'émotions. T'as les yeux qui brillent beaucoup plus que quand tu parles de théâtre. Non, c'est pas vrai. Et pour terminer, je voulais parler d'une revue que j'ai découverte la semaine dernière grâce à mon ami Samuel qui est venu manger des châtaignes sur Toulouse. Cette revue s'appelle la revue Schnock. On passe le bonjour à Samuel. Voilà. Et aux châtaignes. Il sera content. Et les châtaignes aussi. Donc la revue Schnock, c'est la revue des vieux de 27 à 87 ans. Alors pourquoi je parle de cette revue ? Parce qu'elle est un peu excluante pour vous, les étudiants. Il y en a très peu parmi vous qui ont au moins 27 ans. Ouais, mais ce podcast ne s'adresse pas qu'aux étudiants. Donc mais c'est exactement ça. Donc je veux aussi parler à ceux qui ont plus de 27 ans. Donc cette revue est un trimestriel qui a démarré il y a une dizaine d'années. Et il y a un dossier de 100 pages consacré aux inconnus. Et on a donc dans ce numéro de septembre à novembre, ce grand dossier avec des interviews des inconnus eux-mêmes, des anecdotes sur l'histoire des inconnus, sur leur travail à la télévision, au théâtre, à travers leurs films. Et cette revue, elle est assez passionnante. Donc, j'invite vraiment les gens à la découvrir. Et comme dit la 4e de couverture, si vous aussi, vous ressentez l'envie d'échapper à l'hystérie de l'époque en faisant un pas de côté et en tournant le dos au jeunisme ambiant, cette revue est faite pour vous. Donc, forcément, je vais terminer cette chronique en faisant... la chronique du chute. Une chronique qui va faire du bruit. Qui s'appelle le Pouce d'Or, et pour ça on reçoit un invité spécial. Donc ici on a Alex Souche. Alors bonjour, je suis étudiant à A4 à l'ENVT et cette année j'étais donc responsable du Pouce d'Or sur l'école.
Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas du tout, le Pouce d'Or, c'est un grand concours d'autostop entre différentes écoles de France. Il y a chaque école qui est représentée par un responsable et il y a des duos d'autostoppeurs qui s'affrontent un petit peu en essayant de savoir qui réussira à aller le plus loin et à revenir à son école de base en un week-end. Donc il y a plein de défis à faire aussi. Il y a plusieurs classements qui sont faits et c'est une occasion de fou pour apprendre à connaître quelqu'un ou en tout cas passer un super moment avec quelqu'un. Et est-ce que tu peux nous citer quelques-uns de ces défis justement ? Pour ceux qui ont été réalisés sur l'école, on a eu pas mal de gens qui sont montés dans des moyens de transport assez particuliers. On a des gens qui sont montés dans un planeur. Malheureusement, ils sont restés au sol, mais c'était quand même vraiment chouette. Il y en a qui sont montés dans des tractopelles. On a eu des camions. On a un duo qui est monté dans une auto-école. On a des gens qui ont traversé différentes frontières, qui sont allés en Espagne, en Italie, jusqu'en Belgique, se faire prendre en photo devant des monuments de fous comme le Mannequin Peace ou faire un concert dans la Sagrada Familia. Enfin, la liste est très très longue. On a cette année une dizaine de duos qui ont représenté l'école. Et ils ont tous fait des trucs de folie sur le week-end. On peut pas le vivre sur une autre expérience que celle-là, quoi. Alors pour ceux qui s'inquiéteraient de la sécurité, est-ce que tu peux nous expliquer comment au niveau sécurité ça se passe ? Au niveau de la sécurité, c'est vrai qu'il faut quand même avoir quelque chose d'assez bien ficelé parce que même si c'est vraiment chouette de partir juste avec quelqu'un en duo avec le sac à dos en se disant vas-y on va faire 1000 km en week-end, on va jusqu'en Belgique, on revient, il y a quand même mine de rien un petit peu des risques et puis il faut quand même pouvoir suivre un petit peu les duos parce que moi en tant que responsable du coup je suis resté sur Toulouse donc on était en permanence en connexion Messenger avec tout le monde. Toutes les 3 heures on devait avoir au minimum des nouvelles des duos, de savoir le dernier emplacement auquel ils étaient et aussi chaque fois qu'ils faisaient un long trajet, ça permettait justement d'avoir un point de vue très précis et à l'instant T de ok tel duo était à tel endroit à telle heure et ça permet de pouvoir justement suivre et assurer ce côté-là sécurité qui est important pour pouvoir prendre du plaisir sur ce genre d'expérience. Et donc c'est un concours qui est national, on est d'accord qu'il y a plusieurs écoles qui participent et pas forcément que des écoles vétérinaires. C'est ça, c'est en fait énormément d'écoles qui participent, donc des écoles du supérieur en France. Moi j'ai connu ça justement en baladant un petit peu sur Facebook, je connaissais pas du tout et je me suis dit franchement le projet a l'air dingue et au total c'est plus d'une vingtaine ou d'une trentaine d'écoles. Chaque week-end d'organisation du Pouce d'Or, il y a quasiment plus d'1 millier de personnes qui parcourent la France avec leur gilet jaune pour la sécurité encore et qui juste font tous le même truc pendant un week-end. Pour la petite anecdote, le record de kilomètres parcourus, c'était un duo qui a réussi à faire Nantes jusqu'à Copenhague, et donc ça fait 1500 kilomètres. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui hésitent à participer, ou qu'est-ce que tu dirais pour inciter les gens à participer à ça ? Alors franchement, moi je pense que c'est un truc qui peut se vivre plus ou moins qu'une fois dans une vie, de pouvoir avoir ce côté aventure et juste on sait pas où on va et on essaye d'aller le plus loin possible et de revenir. Ça prend vraiment pas mal d'autonomie. Je pense que c'est des moments de galère aussi, mais du coup partagé avec quelqu'un. Donc ça crée quand même une certaine proximité de se dire, tu te rappelles il y a 20 ans quand on a fait le Pouce d'Or et qu'on a dormi à cet endroit chez des Belges qui nous avaient accueillis après un covoit. Enfin, je pense que c'est des choses qui se vivent plus ou moins qu'une fois et c'est l'occasion de le faire parce qu'en plus c'est sécurisé. C'est pas juste tu prends ton sac à dos et tu te barres et si t'as une galère t'es vraiment dans la merde. Là si t'as une galère tu peux contacter l'organisation, il y a des gens qui sont là pour t'aider aussi. Il y a beaucoup d'entraide, on a des gens de Nantes qui nous ont contactés en tant que respo toulousain en nous disant écoutez les gars on est en galère, il est samedi soir, il est 23h, on n'a pas d'endroit où dormir et on leur a proposé un appart et c'est vraiment une expérience qui est à vivre au moins une fois parce que je pense que tous ceux qui ont participé pourront vous le dire. Moi, j'ai eu pas mal de retours vraiment positifs en disant franchement, j'y pensais pas du tout et j'ai vu ce projet-là et je me suis dit c'est l'occasion quoi. Et surtout pour le coup aussi, on se rend compte que souvent on a des contacts un peu partout dans la France en fait. À chaque fois, on dit on est dans telle ville, etc. à des amis et ils nous disent tiens, je connais telle personne, si tu veux, il peut t'héberger ou il peut t'aider. Et donc où qu'on soit, on peut toujours trouver quelqu'un qui nous aide. Et encore plus dans le milieu vétérinaire en plus où il y a forcément un gros réseau et il y en a qui sont rendus dans d'autres écoles vétérinaires et forcément c'est l'occasion de rencontrer des étudiants des autres écoles. Et donc pour ceux qui se demandent quand c'est le classement final, je pense que c'est vers la fin d'année qu'ils vont sortir le classement de cette année. Je pense que c'est refait chaque année. Donc normalement l'année prochaine il y aura de nouveau quelqu'un qui va se motiver pour faire Respo. Si c'est pas moi, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais n'hésitez pas pour l'année prochaine, ça se passe sur 2 week-ends dans l'année. C'est 2 week-ends au courant du mois d'octobre. Donc pour ceux qui sont en A2, A3 là, et qui n'ont pas grand chose à faire de leur week-end, profitez-en et motivez-vous pour l'année prochaine. Merci beaucoup Alex. Merci à toi. Vous avez pu la croiser au détour d'un cours en amphithéâtre, d'une rotation clinique ou même de l'accueil des nouveaux étudiants en 2022. Vous l'avez peut-être vu recevoir des prix prestigieux à l'échelle européenne. Il est temps d'accueillir l'invité du mois. Bonjour, je m'appelle Sylvie Chastan, j'ai
54 ans, 3 enfants, je suis vétérinaire et j'ai la chance d'enseigner et de faire de la recherche à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Je ne sais pas si c'était ça la bonne réponse. Si, il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. Nous, on fait de la découpe, hein, donc là... Oui, je vois, j'ai bien compris. Je l'ai bien compris tout de suite là. C'est pour ça qu'on est pas prêt pour la radio en fait encore. Donc du coup, tu es enseignant-chercheur. Alors justement, pourquoi avoir fait enseignante et pas vétérinaire, praticien, libéral? Qu'est-ce qui t'a conduit finalement à rester à l'école? Au départ, j'ai été vétérinaire praticien parce que je pense que ma vocation première, c'était quand même de soigner des animaux et essentiellement d'ailleurs des grands animaux. Mais je pense qu'aussi loin que je sois capable de me souvenir, même quand j'étais au lycée, en fait, je passais quand même déjà mon temps à expliquer à mes petits camarades. Et j'ai toujours aimé ça. C'est un truc peut-être génétique un peu. Et franchement, j'aime ça. Et je me suis rendu compte, en fait, en étant vétérinaire praticien, que j'aimais bien rester 2-3 mois loin de l'école, mais qu'après, il fallait que je revienne à l'école. Et c'est l'enseignement qui m'intéresse, plus que la recherche, même si j'adore la recherche. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant ma thèse d'université. C'est-à-dire qu'après ma thèse d'université, on m'a proposé un poste de chargé de recherche dans le labo où j'étais. Et j'y réfléchis. Et je me suis rendu compte que non, c'est-à-dire que la recherche sans l'enseignement, pour moi, n'avait pas de sens. Donc, en fait, dans le titre, vous êtes enseignant-chercheur, pour moi, c'est vraiment dans ce sens-là, pour le coup. C'est je suis enseignante et en plus, je fais de la recherche parce qu'elle nourrit mon enseignement et parce qu'elle permet aux étudiants d'être confrontés à de la recherche. Mais je ne fais pas de la recherche pour la recherche. C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, c'est aussi parfois une des critiques. On dit que la recherche, ça prend tout le temps des enseignants-chercheurs. Toi, tu le vois dans l'autre sens. Donc, c'est pour toi, la recherche, c'est un élément de l'enseignement et pas une activité connexe, finalement. Non, c'est-à-dire que mais je pense que j'ai été comme ça au départ, c'est-à-dire qu'on subit la recherche parce qu'on nous dit qu'il faut absolument, on est obligé, si on veut rester dans l'enseignement, d'aller faire de la recherche. Donc moi, honnêtement, je fais partie de la première promotion des AERC, c'est-à-dire des gens à qui on a dit maintenant, si vous voulez rester dans l'enseignement, vous êtes obligé d'aller faire de la recherche. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un DEA, ce qui s'appelle maintenant un M2. Honnêtement, c'était contrainte et forcée. Et puis après, on comprend en fait. Et moi, je mesure la chance que j'ai eue qu'on m'oblige à faire ça. Parce que ça t'oblige à aller rencontrer des gens à l'extérieur des écoles vétérinaires, ce qui déjà est hyper précieux. Et puis, ça t'amène à relativiser ce que tu sais, c'est-à-dire qu'en fait les connaissances, elles n'ont pas été gravées quelque part, on n'est pas allé les chercher en haut de la montagne, elles ont été générées par des gens, mais du coup plus ou moins bien. Donc le fait d'avoir toi-même à te confronter, à devoir générer de la connaissance avec un petit c quand même, t'amène à extrêmement relativiser ce que tu crois savoir. C'est constructif, je pense, ça nourrit l'enseignement, ça nourrit la façon dont on peut regarder les choses et les transmettre. Et alors, ton parcours de recherche, tu l'as construit comment concrètement? Comment tu as avancé? Comment tu as fait ton bonhomme de chemin? Quelles ont été les étapes de ce parcours? Au départ, je voulais faire simple. Je voulais rester en fait dans un domaine vétérinaire parce qu'en fait, donc j'enseignais déjà et je me suis dit, je vais faire simple, je vais aller faire de la recherche, genre pour dire que je fais de la recherche et puis ils me laisseront bien passer mon diplôme et puis ça ira. Sauf que j'ai eu la chance que dans le jury d'admission de ce fameux Master 2, qui était déjà de la reproduction, en fait, il était géré à l'université par un vétérinaire et que ce vétérinaire ne voyait jamais arriver de vétérinaire pour faire de la recherche puisque du coup, ça n'existait pas et qui m'a dit « Il n'est pas question que je vous laisse rester dans votre petit milieu de vétérinaire, ça ne va pas le faire. Je vais vous obliger à aller faire quelque chose. » C'est-à-dire qu'à l'époque, j'enseignais à Alfort et il m'a obligée à aller faire un Master 2 à l'INRA de Tours. Alors, donc d'un point de vue logistique, c'était du grand n'importe quoi. Mais par contre, lui avait perçu un truc extrêmement intelligent qui était que le fait de m'obliger à sortir de ma zone de confort, en fait, en gros, mon milieu professionnel habituel, allait m'obliger à réfléchir différemment, à rencontrer d'autres gens, d'autres façons de réfléchir. Et donc, j'ai fait ce Master 2. Il se trouve que c'était sous la direction d'un vétérinaire toulousain. C'est vraiment le hasard. Et ensuite, j'ai voulu faire simple. Je voulais revenir en région parisienne parce que c'était plus facile pour enseigner. Mais surtout, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était les micromanipulations. J'ai toujours trouvé ça biologiquement, je trouvais ça absolument magique. Et moi, j'ai toujours été passionnée par l'embryon. Et il se trouve qu'à l'INRA de Jouan-Josas, il y avait une équipe qui faisait ça, qui travaillait sur le jeune embryon. Et donc, j'ai juste envoyé une lettre en disant « Bonjour, je suis enseignant-chercheur à l'école vétérinaire à 40 km. Est-ce que je peux venir avec mes 2 mains
faire quelque chose dans votre labo. Et je revois le chef du labo donc acceptant de me rencontrer. Et enfin vraiment, je faisais figure d'ovni parce que ça n'existait pas encore. Et ce qui fait qu'il m'a dit OK, mais de toute façon, je vous prends pas pour vos 2 mains, je vous prends pour ce qu'il y a entre vos 2 mains et entre vos 2 oreilles. Et on va essayer de faire quelque chose. Vous allez apprendre et puis advienne que pourra. Et c'était très exotique pour lui, enfin mais pour tout le labo, parce qu'en fait, je disparaissais le lundi et le mardi pour aller faire ce que j'avais à enseigner à Alfort. Et puis après, je revenais faire ma thèse. Et ça a mis un certain temps, mais le chef du labo, Jean-Paul Renard, que je remercie pour plein de choses, un jour, il s'est aperçu que en fait, la raison pour laquelle... Enfin, ce que je faisais le lundi et le mardi, c'était des césariennes de vache. Et le jour où il s'en est aperçu, en fait, il m'a dit, mais c'est quand même juste pas possible de le mardi faire des césariennes de vache et le mercredi revenir micro-manipuler avec des choses qui font 100 microns. Et ça l'avait toujours beaucoup amusé. Et du coup, après, par la suite, tu as continué à faire de la recherche dans ce domaine-là? Oui, pendant 2 ans, je continuais à partager mon temps entre le labo de Juan Josas et Alfort. Ça faisait un espèce de post-doc. Mais en fait, rapidement, j'ai eu la possibilité. Donc, il m'a été donné la possibilité parce que moi, je dois reconnaître que j'ai quand même toujours eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont aidée. Et qu'en fait, il se trouve qu'il y avait des gens dans le conseil scientifique d'Alfort qui, quand j'ai commencé à dire « Bonjour, moi je voudrais créer un laboratoire de reproduction pour travailler sur l'embryon, puis pour travailler sur une espèce dont l'embryon est une exception biologique, mais personne ne travaille dessus, c'est l'ovocyte et l'embryon de chien. » Et ils m'ont fait confiance, donc ils m'ont donné une pièce, et puis ils m'ont dit allez-y, faites. Mais quand c'était allez-y, faites, vous voyez pas le travail, mais en gros, on a posé les étagères, on a repeint, enfin on a refait, on a vraiment eu l'impression de construire le labo avec nos petites mains. Et puis après, c'est pareil, j'ai eu beaucoup de chance, ça a fait boule de neige parce qu'on a eu la chance d'avoir une technicienne, puis une chargée de recherche. Puis en fait, on a fini par créer à l'intérieur de l'unité de repro. Alors à Alfort, c'est un peu spécial, c'est un espèce de château, c'est un bâtiment carré avec une cour à l'intérieur. Donc on était en un espèce de vase clos comme ça. Mais même les étudiants, ils s'en rendaient compte, ils nous disaient « Ah non, mais en repro, on voit bien que vous vous marrez bien. » mais c'était vrai. Et donc il y avait le labo qui était très imbriqué avec toute la partie clinique, et ce qui fait que en fait ce labo-là était en connexion avec la partie clinique des carnivores et puis aussi même avec la partie mes fameuses césariennes de vache, parce qu'on a continué à faire des trucs sur les cotylédons de vache, mais donc en gros ça faisait un peu le cœur de village, et voilà, donc du coup le labo, mais c'était trop bien. Et après Alfort, du coup t'es arrivé à Toulouse, c'est comme ça que ça s'est passé ou... Oui. T'as commencé à travailler au service de reproduction, du coup à ce moment-là, t'as monté le service de reproduction à Toulouse? Comment ça s'est passé? Non. Alors le service de reproduction préexistait, heureusement, et la reproduction était enseignée. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à Toulouse et que en termes de recherche, la problématique était qu'est-ce que je peux faire? En fait, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que moi, j'ai jamais réussi à faire de la recherche uniquement sur une seule espèce. C'est-à-dire qu'en même temps que la vraie recherche sur ovocytes, embryons, fécondation in vitro chez les carnivores, je faisais des trucs qu'on appelait à l'époque notre crypto-recherche, parce qu'en gros, on racontait pas trop on menait d'autres travaux qui étaient très bien construits, mais qui n'avaient pas forcément beaucoup de rapport avec ce sur quoi on était censé travailler officiellement. Et donc, dans ces 2 choses-là, il y avait l'endométrite de la vache, parce que je rappelle quand même qu'à ce moment-là, moi, j'enseignais la reproduction de la vache, donc c'était sympa d'avoir un sujet de recherche qui collait avec l'activité d'enseignement. Et puis, sont venues, mais presque par hasard, des problématiques sur le colostrum. Et donc, en gros, ça, c'était à la fin de ma période alforienne. Mais moyennant quoi, quand je suis arrivée à Toulouse, la question, c'était « Ok, maintenant... qu'est-ce que je fais en termes de recherche ?» J'ai le choix. Soit je fais endométrite de la vache, soit je ne peux de toute façon pas marcher sur les plates-bandes de mes petits camarades, ça sert à rien. Donc, faisons donc autre chose. Et donc, en l'occurrence, de la néonatologie des carnivores. Et la néonatologie des carnivores, personne n'en faisait dans le monde parce que c'est compliqué. Puis parce que fallait avoir non, mais il y a moins d'intérêt économique à faire de la néonate carnivore que de faire je sais pas, sans doute de l'endométrite de la vache d'ailleurs. Mais c'était un sujet nouveau.
Donc, je trouvais que c'était sympa, sachant qu'au départ, moi, j'étais toute seule, donc tu peux pas te lancer sur l'endométrite de la vache, là où il y a déjà plein d'équipes dans le monde. Donc, tant qu'à faire, il y a une théorie qui s'appelle océan rouge, océan bleu. Enfin, en gros, faut pas aller océan rouge, c'est quand tu essayes de te battre avec dans un océan où il y a déjà plein de poissons et tu te fais bouffer. Océan bleu, c'est quand tu es tout seul. Donc, t'es pas forcément très aidé, mais en tout cas, tu peux développer plein de trucs parce que de toute façon, tu es dans un milieu... tu découvres, tu défriches. D'où la néonate carnivore. Et de nouveau, là, j'ai été très aidée par le contexte local, qui est que le professeur François Schelcher, pour ne pas le nommer, m'a laissé de la place dans son UMR, dans son gros labo, en disant vas-y, viens, essaye toujours de faire de la néonate des carnivores, on verra bien si ça marche. Si ça marche, après, tu finiras par sortir de l'UMR, tu iras faire ta néonate ailleurs. Et puis, si ça marche pas, tu reviendras avec nous faire je sais pas quoi. Mais par exemple, de l'endométrite de la vache. Mais en gros, il a laissé sa chance au produit, comme disent les marketeurs. Et il a eu raison, du coup. D'où Neocare. Donc Neocare, pour ceux qui ne savent pas, donc unité de recherche ciblée sur la néonate des chiens et des chats. Voilà, et qui est une unité qui, depuis 2 ans, a été labellisée par la DGER. Alors, ce qui ne dit pas forcément grand-chose à grand monde, mais ça donne une légitimité officielle, ministérielle, au laboratoire, institutionnel au laboratoire, qui fait qu'on peut encadrer des tests d'université. En fait, on a le droit d'exister. La recherche qu'on fait est considérée comme suffisamment solide et le laboratoire a le droit de se tenir tout seul à l'intérieur de l'école. Et alors, les projets d'avenir, c'est quoi maintenant ? Les projets d'avenir. Alors, les projets d'avenir pour Neocare... Et pour toi ? Ah, et pour moi. Pour Neocare, on va commencer comme ça. Ça serait une des marques de fabrique de Neocare, c'est que non seulement, on fait de la néonatologie des carnivores, ça, ok, mais le but, c'est, comme je l'ai dit au tout début, que ce laboratoire serve à la formation et par la recherche des étudiants. C'est-à-dire qu'une des marques de fabrique de Neocare, c'est d'inclure beaucoup de thésards vétérinaires pour leur faire des manips. Et pas pour forcément qu'ils deviennent chercheurs, mais juste parce que je pense que pour un praticien, c'est intéressant d'avoir essayé déjà de participer à la création des connaissances qui lui serviront aussi après. Et puis, ce que je disais au début, de lui montrer à quel point c'est pas si facile que ça et que il faut lire la biblio, c'est intéressant aussi, ça donne un esprit critique, tout ça. Donc bref, Neocare fait de la recherche clinique, ce qui veut dire que c'est de la recherche qu'on veut être utile à 2 catégories de personnes qui sont les éleveurs et les vétérinaires praticiens. Mais on fait de la recherche opérationnelle, c'est-à-dire qu'en gros... comment mieux nourrir un chiot, comment savoir que tel chaton, il a des facteurs de risque de mortalité, comment améliorer la qualité du lait, améliorer la survie des chiots et des chatons. C'est vraiment des choses extrêmement pratiques et pragmatiques. L'idée serait que ce laboratoire serve un peu comme dans l'huître, on met un grain de sable et puis on espère qu'une perle va se créer autour. Enfin, en gros, you are welcome, chers amis. C'est-à-dire que tous les gens qui ont envie de faire de la recherche clinique dans cette école, l'idée, ça serait d'essayer de participer à la structuration de cette recherche clinique au sein de l'établissement. Alors, l'idée n'étant pas je vois Nicolas qui rigole, mais le but n'est pas que tout le monde fasse de la reproduction et de la néonatologie, soyons clairs. L'idée, c'est que tous ceux qui ont envie de faire de la recherche clinique carnivore puissent se servir du socle institutionnel, comme tu disais, qu'on a créé pour essayer d'agréger d'autres sujets connexes, c'est-à-dire que Neocare resterait à l'intérieur de ce laboratoire de recherche clinique une équipe qui va continuer à faire de la néonate, parce que je n'irai pas faire autre chose, même pas de la médecine interne. Mais par contre, si on peut arriver à trouver un projet commun, par exemple autour de un animal qui est sain et qui veut le rester, tout le monde est le bienvenu pour essayer d'augmenter la masse critique et de nouveau de profiter du socle institutionnel déjà créé. Mais on va essayer d'en profiter alors et de structurer des choses you are welcome. tout autour. Tu parlais beaucoup de l'enseignement et de la place qu'il prend dans ta vie et dans ta philosophie de carrière, on va dire. Toi, du coup, tu as eu quand même l'occasion de voir passer quelques générations d'étudiants qui, du coup, étaient alforiens puis toulousains. Comment trouves-tu que l'enseignement a évolué depuis tes premières années de travail ? Déjà, oui, j'ai commencé à enseigner il y a super longtemps, début des années 90, c'est pour vous dire. Et
on se posait beaucoup moins de questions. Je trouve. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'était qu'on te donnait des heures de cours à faire en amphi, tu allais les faire. On avait plein d'heures de clinique, en l'occurrence, disponibles à Alfort, c'était top. On faisait plein de trucs rigolos. Mais je pense qu'au début, on n'avait pas de problème. Hein, et que maintenant, on en a plus. Enfin, au sens que les promos sont plus grandes, que ça pose un problème d'accès à l'animal, il y a les problèmes de bien-être. Et je ne dis pas que c'était bien avant de ne pas s'en préoccuper. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que le contexte général faisait que ce dogme actuel qui est jamais la première fois sur un animal, moi, quand j'ai commencé, c'était... non, il y avait pas ça. T'y allais. Et puis, tu étais encadré par quelqu'un qui était derrière toi pour corriger si nécessaire. Mais la SIMU, ça se réfléchissait même pas. Et de nouveau, je dis pas que c'est bien. Je dis juste que c'était pas du tout dans notre façon de réfléchir. Donc, en gros, c'était beaucoup plus créatif, beaucoup plus créatif, ouvert et j'ose pas dire le régime du grand n'importe quoi, mais un peu, c'est-à-dire que, non mais au sens que moi j'étais enseignante de reproduction, mais par contre je passais une bonne partie de mon existence à faire de la chirurgie des bovins et que ça gênait personne et que en gros si j'avais envie de faire telle ou telle chose, mais j'allais le faire, enfin en gros t'as envie de faire un truc, vas-y. Bon. Mes chefs rigolaient en général, ils disaient de toute façon c'est du grand n'importe quoi, mais il faut la laisser faire. Mais voilà, alors que maintenant c'est quand même... Et de nouveau, je ne dis pas que c'était mieux avant. C'est beaucoup plus structuré, savoir qui fait quoi, qu'est-ce que tu peux faire, la progression pédagogique, et puis des nouveaux outils, donc la SIMU, le fait de pouvoir avoir des ressources pédagogiques hors des amphis, ce qui n'existait pas. Hein. Quand moi j'étais petite, en gros, c'est soit tu allais écouter le prof ou tu avais la Ronéo, mais en gros, tu pouvais rien avoir d'autre. Alors que là, vous avez accès à plein de choses et en plus, vous avez accès à des choses qui peuvent être parfaitement extérieures à l'école. Alors qu'avant, moi, l'impression que j'en avais quand même, c'était que l'enseignement... tu avais l'enseignement que te délivraient tes propres enseignants de ta propre école, et puis voilà. Alors que maintenant, nous, on est une petite pièce de tout ce que vous pouvez obtenir comme connaissance et qu'en gros, j'ai l'impression que plutôt que de vous délivrer de la connaissance pure, enfin, on doit vous donner de la connaissance pure, mais c'est de la connaissance pure qui vous serve de socle pour être capable ensuite, vous-même, d'aller chercher dans Internet et le reste, et d'être capable d'organiser ce que vous êtes capable de trouver ou alors d'organiser ce qui va vous être donné par d'autres gens. Ouais. Et puis nous, on allait moins voir ce qui se passait dans d'autres écoles, dans d'autres universités, à l'étranger. Les programmes de résidence n'existaient pas. Les voyages, je suis pas née à la préhistoire non plus, mais c'était quand même moins fluide et moins courant de se dire tiens... je vais aller passer, un mois aux États-Unis ou alors je vais aller prendre 15 jours, aller voir en Belgique comment c'est. Enfin, voilà. Okay. Et dans ce cadre beaucoup plus structuré, ton contact avec les étudiants, est-ce qu'il a changé ? Est-ce que tu remarques une différence par rapport à quand tu as commencé ? Eh oui, mais sauf que je ne sais pas si c'est un problème d'école ou un problème de génération. Parce que je le dis souvent, et ça fait hurler les gens, mais je vais le redire quand même. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir le même relationnel avec les étudiants toulousains que celui que j'avais avec les étudiants alforiens. Mais les générations ont changé. Moi, j'ai sans doute changé aussi et l'école est différente. Je pense aussi, effectivement, ça va probablement avec une histoire de génération. Parce que comme tu le disais, l'école vétérinaire et les enseignants ne sont plus l'alpha et l'oméga de l'étudiant qui se forme. Il y a d'autres choses, il va en stage, il voit d'autres personnes travailler. Peut-être qu'il y a moins ce besoin d'être au contact du référent en permanence. Et toi qui as connu Alfort il y a en plus quelques années... je l'ai connu comme assistant, quoi. J'étais pas étudiant, donc là je pense que honnêtement... Oui, mais justement, tu as pu peut-être voir... je sais pas, ce contact-là entre étudiants et enseignants, justement. Moi, j'ai l'impression que cette proximité, elle disparaît petit à petit parce qu'ils viennent se servir ici et ensuite ils repartent. Ils sont plus dans l'idée d'apprendre quelque chose du début à la fin avec nous et ensuite de partir une fois qu'ils ont tout appris. Ils viennent, ils prennent un petit peu, puis ils prennent un petit peu ailleurs, puis un petit peu encore ailleurs, et ainsi de suite. Mais c'est rigolo ce que tu racontes, parce que je me souviens d'une discussion avec un des directeurs de l'école d'Alfort à un moment où justement, il y avait un malaise étudiant. Et les étudiants avaient commencé à expliquer qu'ils trouvaient que les enseignants
était lointain. Et je revois Monsieur Robert Moraillon, directeur de l'école, ancien professeur de médecine, très respecté, mais donc encore plus vieux que moi. Et Monsieur Moraillon a bien regardé l'étudiant qui venait de lui expliquer ça, qu'il y avait à l'heure actuelle, donc je sais pas, ça devait être en 2005, un truc comme ça. Il lui a dit: Monsieur, je vais quand même vous expliquer comment ça se passait quand moi-même j'étais étudiant. Et il nous a raconté une session d'examen où en fait l'étudiant qui passait juste devant à l'oral, devant Monsieur Moraillon, s'est évanoui devant donc une table où il y avait 3-4 enseignants et où l'enseignant qui était assis derrière la table a regardé Moraillon, étudiant, et lui a dit: Monsieur, veuillez ramasser votre camarade. Et ça s'est arrêté là. Et donc, Moraillon nous expliquait, il a expliqué à l'étudiant: vous êtes gentil, mais je ne pense pas que vos enseignants en soient à ce niveau de distance. Et donc, en gros, c'est comme un peu s'il y avait une espèce de parabole, c'est-à-dire que ça a été lointain, mais c'était les enseignants qui maintenaient la distance. Puis, ça s'est rapproché. Et honnêtement, moi, je ne cherche pas la démagogie. En gros, il se trouve que le lien existait et que le lien est peut-être en train de se distendre, mais il se distend du bon vouloir de l'étudiant, enfin à l'initiative de l'étudiant. Oui, j'avais pas pensé à ça. C'est plus comme ça que je le ressens en tout cas actuellement. Et de nouveau, c'est pas un reproche, c'est purement factuel. Ça interroge juste effectivement sur notre fonction. Moi, je dirais presque notre mission, notre fonction. Je pense qu'on est tous des fonctions. Là, vous avez la fonction d'enseignant-chercheur. Nous, on a cette fonction d'étudiant. Et donc, on a ce rôle qu'on joue à l'école où, on n'est pas forcément nous-mêmes 100%. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, on est défini avant tout par notre fonction à l'école, dans nos rapports sociaux. On est dans cette catégorie étudiant, la catégorie enseignant-chercheur. On va avoir ce rapport-là. Et peut-être, c'est aussi un des objectifs de ce podcast, justement, de chercher à créer des liens et recréer des ponts et montrer un peu l'humain derrière la fonction, quoi. Je trouve, et c'est peut-être, moi, en tant que, après, j'ai pas été étudiant il y a 20 ans, du coup, j'ai été étudiant là. Et c'est vrai que je le ressens, ce côté humain-fonction. Et comme moi, j'ai pu vraiment rencontrer plein d'enseignants-chercheurs et leur parler de plein de choses qui n'avaient aucun rapport forcément avec leur travail, je me suis dit, il y a des super êtres humains derrière, là où d'autres étudiants passent au travers, en fait. Et c'est peut-être générationnel, ouais, effectivement, mais donc c'est avec ce genre d'initiative qu'il faut recréer du lien, je trouve. Voilà, la différence que je perçois, maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière, c'est que j'ai l'impression qu'il faut qu'on arrive à convaincre les étudiants qu'on leur apporte quelque chose. J'ai l'impression qu'il faut qu'on apporte tout le temps notre bonne volonté et nos connaissances, et les convaincre que ce que l'on donne, ça va leur être utile pour plus tard. Et ça, j'ai l'impression que c'est nouveau et qu'on n'avait pas ce besoin-là quand on était étudiant. Et que maintenant que je me retrouve de l'autre côté de la barrière, c'est bien gentil ce que vous me racontez, mais concrètement, ça me sert à quoi? Ah, ça me sert à ça. Ah oui, alors, j'en ai pas forcément besoin, merci. Ah ouais, j'ai jamais... Ouais, ça m'étonne. Ça m'étonne que vous disiez ça. Non, moi, oui. Il y a une part de vérité. En clinique, je trouve que c'est beaucoup ça. En ronde, c'est beaucoup d'informations... Oui, c'est intéressant, mais à quoi ça va me servir? À rien. Non, mais c'est votre ressenti, ouais, je sais pas. Moi, j'avoue que c'est pas comme ça que j'ai vécu mes années d'école, mais si vous le ressentez comme ça, c'est sans doute un peu vrai. Ouais, après, c'est rigolo de définir l'étudiant comme une fonction. Comme si pendant vos années d'école, votre métier était d'être étudiant. Et plus tard, votre métier sera d'être vétérinaire. Ouais. C'est intéressant comme façon de voir. Dans nos rapports entre enseignants-chercheurs et étudiants, c'est comme ça qu'on a ces rapports-là, je trouve. C'est pour ça que je dis ça. Et en fait, les gens qui vont... Voilà, si on va aux cliniques, on travaille, en théorie en tout cas. Et après, quand on sort, on est quelqu'un d'autre, plus ou moins. Enfin, c'est un peu ce côté-là, professionnel, privé, entre guillemets. Oui, non, mais c'est exact. Alors, on est très branché clinique là, et carnivore. Une partie de cette barrière, pour moi, vient d'un manque de responsabilisation. C'est-à-dire que pour le coup, moi, ce que je ressens très fort ici, c'est que l'étudiant perçoit qu'il est étudiant et qu'il doit rester dans sa fonction d'étudiant, mais qu'il n'ose pas. Il y a des trucs logiques ou intuitifs qu'ils peuvent faire, et puis de toute façon il faut faire à un moment donné, parce que vous allez vous retrouver dans pas si longtemps tout seul, donc tant qu'à faire, autant commencer maintenant d'essayer de penser tout seul, et que nous on soit derrière vous pour essayer de vous dire moi je ferais toi, je ferais pas comme ça. Et bien en fait moi ce que je perçois ici, c'est cette espèce de peur
de faire et de peur de faire au sens de je vais pas faire parce que je vais me faire enguirlander. Je trouve ça totalement flippant. Il y a deux choses quand même qui me paraissent. Alors, premièrement, il y a aussi beaucoup de barrières qui sont, je pense, psychologiques que les gens se mettent. Non, mais on débat. Hein, je prétends pas être d'accord, hein, mais il y a d'une part ça, et donc ce qui fait que il y a beaucoup d'internes qui, oui, se mettent des barrières parce qu'ils se disent non, mais là, effectivement, si je fais ça, non, parce qu'il va falloir que j'argumente pourquoi j'ai fait ça. C'est en fait tout le monde a des habitudes. En grosse moitié des gens qui travaillent ici ne sont jamais sortis de l'école, donc n'ont connu qu'une façon de faire, qu'un son de cloche. Si quelqu'un leur apporte quelque chose qui n'est pas dans leur stricte habitude, il y avait des réactions qui sont un petit peu épidermiques. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais qu'est-ce qui t'a pris? On n'a jamais vu ça ici, tout en ayant raison. Et donc, autant un clinicien un peu plus aguerri pourrait être capable d'argumenter, de répondre, de dire bah oui, j'ai fait ça pour telle et telle raison et ça me pose pas de problème et je l'assume. Autant un interne qui commence sa carrière depuis quelques semaines va avoir beaucoup de mal à imposer un choix. Et puis on va pas se mentir, parce qu'on est tous passés par là, moi le premier, bah des fois on se plante. Et c'est aussi pour ça que c'est bien qu'il y ait cette petite retenue, c'est aussi comme ça. Et après, il y a une deuxième chose, mais ça c'est très carnivore, c'est très clinique carnivore, c'est qu'on a une clientèle qui a évolué dans un sens où ils viennent ici chercher des soins spécialisés en grande majorité. Et donc, ils sont en attente d'une qualité de soins qui est de plus en plus haute et qui nécessite que on déploie de plus en plus de techniques, de savoir-faire, qu'on se mette à plusieurs pour gérer les cas. Et on va dire que l'erreur, de bonne foi, évidemment, est de moins en moins permise. Oui, non mais... D'accord. Bon. Après, voilà, c'est quelque chose que je dis quasiment au début de chacune de mes semaines de clinique. Les étudiants, je les considère en clinique comme des confrères et des consoeurs, et que donc j'entends interagir avec eux en tant que tels, et que donc j'attends qu'ils proposent des choses, qu'ils prennent des initiatives, alors contrôlées bien sûr, faut pas que ça soit aberrant, mais qu'ils interagissent comme des vétos sur le cas, et que donc on travaille en équipe, et que ça soit pas voilà, ils m'apportent les résultats sur un plateau d'argent, je leur dis je veux faire ci, je veux faire ça, et qu'ils partent en courant le faire. Oui, voilà. En tout cas, c'est pas ma vision. Non, mais je pense qu'ils se voient quand même beaucoup comme ça. Oui, c'est vrai. Je pense. Oui, pour le coup, oui, on a eu nos cliniques ensemble. Je t'ai eu en senior sur ma semaine, et oui, c'était comme ça que ça se passe. Mais il y a quand même une différence quand on nous dit ils prenaient des initiatives, etc. C'est vrai, on nous le dit souvent, même il n'y a pas que toi, il n'y a pas que ton service. La plupart des services vont le dire au début de la semaine, mais en pratique, je le ressens dans les étudiants globalement, et moi le premier, c'est pas si évident. On se dit il faut prendre des initiatives, et sur le moment, qu'est-ce que je fais quoi? On est bloqué par l'hésitation. Il y a plein de choses où on se dit peut-être que je peux faire ça, mais je suis pas sûr. Il y a vraiment ce côté-là, sans se dire directement je vais me faire enguirlander. C'est plus il y a cette hésitation de premier palier qui nous bloque à faire plein de choses, je pense. Et c'est peut-être aussi lié à ce que tu disais un peu avant sur jamais la première fois sur un animal. Tu disais ça avant, peut-être que nous, comme on a beaucoup de théories au début, on se trouve une zone de confort dans ce côté-là. Il y a des gens qui vont être très bons en théorie et qui vont très bien travailler leur cours. Et une fois qu'il y a ce passage à la pratique, en plus dans un milieu académique qui a un côté vraiment impressionnant, je sais pas si c'est pas là que ce blocage s'opère, surtout que comme on commence de manière très crescendo, on sait que on arrive en A4 en clinique, on se dit bon bah là surtout j'observe, je fais pas grand chose, c'est mon rôle, de toute façon c'est les générations d'au-dessus qui doivent faire. Du coup la génération d'après elle fait des trucs, mais elle sait qu'il y a encore une génération d'au-dessus et les internes et machin, et c'est hyper ça monte crescendo comme ça en fait. Et je crois que tout le monde se trouve lui-même sa petite place, sa petite zone de confort, parce qu'on nous a appris que c'était comme ça générationnellement, et on cherche pas à en sortir, ou on n'ose pas en sortir. Non mais oui, je suis assez d'accord. Par exemple, quand si je tends, on a un frottis vaginal à faire et que je tends un écouvillon à un étudiant, une fois sur deux, il me regarde en me disant ah mais je sais pas faire. Et oui, c'est normal. C'est logique. Et je dis mais moi je suis pas née avec non plus. J'ai appris. Et mais c'est ça. Il faudrait savoir pour faire. Oui mais non. Mais il y a le côté du syndrome de l'imposteur aussi, qui joue dès les étudiants, je pense, dès le plus jeune âge, entre guillemets, quoi. Ce moment où on se dit, ouais, je suis là, mais j'ai pas trop ma place ici, ou je sais pas trop, je suis moins bon qu'un autre, etc. Et ça aussi, ça réfrène beaucoup de monde. Je sais pas, est-ce que c'était aussi présent ça il y a 30 ans? D'où ça vient? Ah, je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Si on avait la réponse, ce serait facile, je pense. Je sais pas d'où ça vient, des études très académiques, où on se compare et on est sur un concours très universitaire, pendant 2 ans, où on travaille pendant 2, 3 ans, 4 ans pour arriver en école. Une fois qu'on arrive en école, je sais pas, on continue de se comparer, on est encore plus avec des gens qui sont très bons, et donc forcément il y a des endroits où on est moins bon que d'autres, et du coup on se crée ce doute-là parce qu'on a appris à être le meilleur, et
on finit par ne plus l'être dans tel ou tel domaine, ce qui est normal quand on spécialise un peu plus. Moi, je ne sais pas si c'est un problème de comparaison ou c'est juste un problème que, justement, on vous a sélectionné sur un certain perfectionnisme. C'est-à-dire que, moi, c'est pareil, moi, j'ai fait prépa de base, parce qu'il y avait que ça quand je suis rentrée dans les écoles. Mais ce dont je me souviens, c'est que tu avais vraiment l'impression de maîtriser la totalité d'un sujet, on te donnait... les techniques de soutien interne, soutien externe dans le règne animal, et puis tu étais capable de faire des liens. Donc, tu avais l'impression de maîtriser quelque chose et que par nature, la biologie, après, en tout cas le côté médical, déjà, tu comprends que ce niveau de maîtrise, tu l'auras plus jamais. Et moi, je sais pas, moi, je vous sens pas tellement dans la compétition les uns par rapport aux autres, mais par contre, oui, je suis assez d'accord sur le fait que moi, ce qui me frappe, c'est votre absence de... votre doute permanent, votre absence de confiance en vous, et que, à propos de mission de l'enseignant, mais je pense que c'est ça, c'est aussi d'essayer de vous convaincre que vous avez des compétences, que vous avez des capacités, que le doute en fait partie. C'est-à-dire qu'il faut connaître ses limites, faut savoir qu'il faut accepter l'échec aussi. Et ça, c'est ça aussi. Le défaut, je pense, d'une partie des études, c'est on ne vous a pas appris à accepter l'échec. Ouais. Donc, et vous croyez que tout vous sera possible. Eh bien non, y a des choses, on ne sait pas, on n'y arrive pas. Même les grands médecins, il y a des trucs, des fois, ils ne savent pas. Enfin bref, et donc en gros, je pense qu'une partie de notre rôle, je disais tout à l'heure, le rôle de l'enseignant-chercheur, c'est pas tellement de vous transmettre plein de connaissances comme ça pouvait être le cas avant, mais de vous donner un socle sur lequel construire. Et bien, dans le socle sur lequel construire, il y a construire des connaissances médicales pour arriver à un diagnostic, un traitement, très bien. Mais je pense qu'il y a une grosse partie, alors pour le coup qui n'existait pas du tout quand moi j'étais petite, de soft skills comme on dit en bon français, c'est-à-dire tout cet aspect, alors relation humaine au sein de la clinique, relation avec le client, mais aussi regardez-vous vous-même, prenez confiance dans ce que vous êtes capable de faire. Alors vous n'êtes pas tous destinés forcément à être vétérinaire praticien, mais pour prendre cet exemple-là, le vétérinaire praticien, on lui montre une vache couchée, il faut qu'il prenne une décision, et de nouveau, il y a plein de choses simples. Ce qui est rare est rare et ce qui est fréquent est fréquent. Quand on entend un bruit de sabot, on commence à penser à un cheval avant de penser à un zèbre, etc., etc. Mais pour vous dire que aussi, il y a 90% des choses que vous aurez à faire qui sont faciles. Enfin, vous n'allez pas commencer à penser face à un symptôme donné. Vous allez commencer à faire le traitement de base parce que c'est le truc le plus probable avant de se dire qu'il faut exclure la maladie à laquelle éventuellement vous n'allez pas penser parce que c'est marqué dans un bouquin des années 70 parce que la maladie, on l'a plus vue depuis en France. Du coup, je me demande si moi, c'est pas l'approche par problème. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez sur le terrain avec quelqu'un qui le fait déjà et après, vous raccrocherez à cette vache couchée que peut-être le véto a traité comme une patate parce qu'il fallait aller lui doser quelque chose et qu'il n'a pas dosé calcium, phosphore et que la vache ne s'est pas relevée. Ou alors il n'a pas regardé qu'il y avait une mamite alors qu'il aurait fallu y penser. Mais sauf que ça, vous le construirez parce qu'il y aura un prof qui vous l'aura expliqué, mais parce que vous aurez vu des cas et que vous vous serez posé des questions et puis vous aurez vu plein de cas qui auront marché. Vous serez rendu compte que dans 90% des cas, la solution, vous l'avez. Alors que le parcours en école a quand même tendance à sélectionner des cas difficiles et vous avez l'impression que tout doit être difficile. Et donc, quand il y a un truc, vous dites, non, mais ça, c'est censé être courant. Vous dites, mais non, ça peut pas être courant parce que pour vous, tout est toujours difficile. Donc, en gros, ça doit être multifactoriel, c'est comme d'habitude. Il y a peut-être un problème de formatage de votre réflexion au départ, c'est ce que tu racontais, mais il y a aussi, il y a aussi nous, dans la façon dont à quoi est-ce qu'on doit vous exposer et dans quel sens on doit vous enseigner les trucs. Moi, je dis toujours, mais moi, si j'avais le temps, je referais bien un cursus, parce que je suis bien sûre qu'une fois que tu as vu des trucs, si tu pouvais revenir en arrière sur des choses plus fondamentales, mais tu comprendrais des tas de trucs que tu n'avais absolument pas compris quand on te les a expliqués et le puzzle viendrait s'imbriquer. Ça va nous permettre de retomber sur nos pattes parce qu'on a beaucoup dévié. Donc concrètement, qu'est-ce que tu changerais si toi, tu avais la possibilité de le faire dans la manière dont les futurs vétérinaires sont formés actuellement ? Ma mère voulait bien que je sois véto.
Mais par contre, elle m'avait dit, ouais, tu seras veto à condition que... tu iras faire des études veto seulement si tu vas te confronter, tu vas suivre un vétérinaire. Donc en fait, moi je suis allée suivre un vétérinaire rural, j'étais en fin de classe de seconde. C'était un vétérinaire rural au fin fond des Vosges. Et franchement, j'ai adoré. Et c'était pas de la grande médecine, honnêtement. Je rends hommage à ce vétérinaire qui m'a appris plein de choses, mais c'était pas de la grande médecine. Et alors, finalement, ça n'avait peut-être pas beaucoup d'importance parce que dans le contexte socio-économique dans lequel il se trouvait, ça allait très très bien tel que c'était. Mais moyennant quoi, quand les profs nous expliquaient des trucs hyper fondamentaux à l'école, ça me parlait quand même. Il se passait quelque chose parce que j'arrivais à voir pourquoi on nous disait tel ou tel truc. Alors donc il y a ce côté, ça permet la construction de ton cerveau, et puis il y a le côté motivation. Enfin, moi j'étais le polar de base, mais j'étais hyper motivée pour faire mes études, mais parce que je savais où je voulais aller. Cette vocation, elle a été entretenue et développée par le fait que ce veto-là m'a montré plein de choses. Au début, il me laissait rien faire. Clairement, c'était pas le fait c'était pas le trip. Je vais faire mon intraveineuse. C'était pas du tout ça. Mais c'était le fait de voir à quoi ça servait d'être dans le milieu. Et je pense que ça permettrait de créer ou de maintenir. Enfin, j'espère pas créer, mais de maintenir la flamme chez les étudiants. Et puis après, ça résoudrait peut-être une partie de notre problème de maillage territorial, etc., etc. Mais c'est ce côté vous mettre dans les cliniques le plus tôt possible, mais pas forcément les nôtres. Ça peut être des cliniques à l'extérieur. Moi, je pense que c'est ça que je changerais. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était le premier épisode de la saison 2 du podcast des Chroniques du Touche qui retrace la vie à l'école vétérinaire de Toulouse. Vous retrouverez la suite de l'entretien avec Sylvie Chastan parce qu'on a vraiment beaucoup parlé dans l'épisode du mois suivant, donc début janvier. Bien sûr, tout ce qu'on a dit, c'est soumis à débat, à discussion, donc n'hésitez pas à commenter, à interagir, parce que il y a sans doute des choses qui ont été dites dans ce podcast avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, ou pour lesquelles vous avez aussi des retours à nous faire, donc vraiment n'hésitez pas. Vous l'entendez peut-être, mais elle est un peu moins bonne que dans le reste du podcast, c'est parce que, comme je le disais au début, on est tous un peu à distance, et la logistique est plus compliquée cette année que l'année dernière, donc on fait avec les moyens du bord, on espère que l'épisode vous a plu quand même, n'hésitez vraiment pas à nous écrire, à vous abonner, à nous envoyer des mails, à réagir sur Facebook, enfin franchement, allez-y à fond, et nous on va continuer d'essayer de s'améliorer et de vous proposer du contenu qui est fait pour toutes les personnes qui travaillent à l'ENVT ou qui ont envie de garder un lien avec l'ENVT. On se retrouve très bientôt, merci beaucoup.